Un grand plaisir de vous accueillir à cette conférence publique du Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, l'un des plus grands regroupements de chercheurs dans le domaine de toute la francophonie. Je m'appelle Olivier Bégin-Cahouette. Je suis membre du comité de coordination du LIRENS. Je suis aussi professeur agrégé en enseignement supérieur comparé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, là où nous enregistrons en ce moment et là où nous faisons cette conférence. Je suis accompagné de mon collègue Martial Dembélé, professeur titulaire en administration de l'éducation comparée et aussi titulaire de la chaire UNESCO sur les politiques éducatives et la profession enseignante. Je vais laisser Martial nous présenter nos deux conférenciers. Je vous remercie beaucoup. Mais, bonjour à tous et toutes et merci de vous joindre à nous pour cette conférence. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux collègues du Burkina Faso. À ma droite, à votre gauche, Monsieur Pascal Ramdé, qui est enseignant-chercheur dans une université justement d'enseignement privé au Burkina Faso, à l'université Saint-Thomas d'Aquin. Monsieur Ramdé est diplômé de notre faculté, je pense 2017, voilà, et il s'est spécialisé en enseignement supérieur. Et Monsieur Zakaria Tiemtoré est professeur à l'École normale supérieure du Burkina Faso. Euh, je dois dire, il ne sera pas content, il a été ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au Burkina aussi pendant quelques années. Et donc, c'est avec plaisir que nous les accueillons aujourd'hui. Je leur ai demandé de nous parler de l'offre privée d'enseignement supérieur au Burkina Faso, parce que M. Thiem Touré est cofondateur d'un institut d'enseignement supérieur. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder la question de la contribution du secteur privé à l'offre d'enseignement supérieur au Burkina Faso, mais également ailleurs au monde. Il y a des débats autour justement de la privatisation de l'offre privée d'éducation et d'enseignement supérieur, de nous parler également des défis que cela représente. Et nous terminerons dans la deuxième partie avec un cas concret, le cas de l'institut que le collègue Thiem Touré a mis en place. Donc, je ne vais pas être plus long, je vais leur passer la parole. On commencera par M. Ramdé et ensuite M. Thiem Touré. Peut-être qu'entre les deux, on pourrait prendre quelques questions, mais sans entrer dans le détail des questions, peut-être des questions de clarification, d'éclaircissement. Et ensuite, ben, à la fin des deux présentations, on prendra plus de temps pour échanger. Olivier? Est-ce que je vais juste, si tu peux mettre oui. la présentation en mode... Ah, OK, en mode diaporama. Mais je pense que je l'avais déjà fait. Hein? OK, voilà. Okay. Donc, il faut que j'enlève ça. OK. Donc, Pascal, c'est celle-là. Ah, tu voulais... Non, tu restes là. Ah, OK. Oh. Alors, bonjour à vous tous, ceux qui sont dans la salle ici et ceux qui sont avec nous en ligne. Merci à Martial et Olivier pour avoir organisé cet événement, qui nous permet d'échanger avec vous sur les questions qui nous préoccupent par nos recherches ou de nos activités professionnelles. Nous allons donc, je vais donc introduire, je vais suivre après avec le collègue Zakaria en parlant de l'offre privée d'enseignement supérieur au Burkina Faso, contribution au développement du secteur, défis et cas illustratifs. Bon, je commence à faire remarquer que l'importance de l'enseignement supérieur dans les politiques de développement des unités internationales n'a pas été toujours également perçue. D'abord été nié par la Banque mondiale dans son rapport de 1988, ensuite affirmé par l'UNESCO 10 ans plus tard, et maintenant promu par l'ONU comme un des aspects du quatrième objectif de développement durable.
pour nos pays africains, on doit noter qu'il y a une primarisation du système éducatif avec un surinvestissement dans l'éducation de base au détriment de l'enseignement supérieur pendant de nombreuses années. Le secteur privé est venu ensuite comme une alternative pour le développement et la qualité de l'enseignement supérieur au regard du retard accusé dans ce secteur et aussi, étant donné les crises que le système public a connues pendant quelques années. Alors, je propose de développer mes propos en 4 points. D'abord, des clarifications conceptuelles, ensuite traiter de l'émergence de l'enseignement supérieur privé dans notre pays et de l'état des lieux actuellement. Noter les principales contributions du secteur privé au développement de ce secteur et ensuite relever les défis auxquels fait face ce système d'enseignement supérieur privé. Donc, premier point, quelques clarifications. Alors, pour la privatisation, j'emprunte cette définition de l'auteur, que le fait de réduire le rôle du gouvernement ou d'accroître le rôle du secteur privé dans une activité ou dans la propriété d'actifs. Appliqué au contexte de l'enseignement supérieur, on va entendre par institution privée d'enseignement supérieur tout établissement, ce degré d'enseignement, dont le propriétaire n'est pas l'État. Peut être une personne privée, une association ou une entité religieuse qui poursuit un but lucratif ou non. Donc ici, c'est essentiellement la dimension propriété. Mais il y a d'autres aspects qui peuvent aussi être pris en compte dans la caractérisation de l'enseignement supérieur privé. C'est le mot du financement, selon qu'il est essentiellement sur des sources privées ou non. La gouvernance, selon que les principaux responsables répondent de leur activité ou prennent des décisions en lien avec l'État ou non, principalement. Et la fonction, là, on distingue les types d'offres qui souvent donnés dans le privé n'est pas le même cas dans le public. Il est pas capable de rappeler que ce n'est pas toujours, pas partout que la privatisation de l'enseignement, surtout, supérieur, est acceptée par tous. Il y a quelques opinions. Bon, le principe d'Abidjan, c'est une déclaration sur la base des droits de l'homme. Je reconnais que je dois tout faire pour donner en priorité l'enseignement, l'éducation publique aux citoyens, en priorité. Sans oublier toutefois la possibilité de recourir à l'enseignement privé. Alors, pour l'enseignement supérieur privé dans le cas de Burkina Faso, dans un pays francophone d'Afrique de l'Ouest, on doit signaler que pour l'éducation, le système éducatif moderne, au commencement, on a eu le privé. Parce que c'est le privé, à travers les missionnaires catholiques, qui ont été les pionniers en matière de mise en route du système éducatif moderne. La première école primaire a été fondée dès leur arrivée en 1900. Le deuxième établissement d'enseignement secondaire est également un séminaire en 1925. Le premier établissement d'enseignement supérieur, même si ce n'est pas universitaire, parce que confessionnel, c'est un grand séminaire en 1935. Alors, pour le développement de l'enseignement supérieur privé dans notre pays, on peut distinguer à peu près deux périodes. Avant 1990 et
après. Avant 1990, l'État est le principal prestataire dans ce domaine. La première université du pays a été fondée il y a 50 ans. Ils sont en train de fêter les cinquantenaires, en 1974. Et il faut attendre 4 ans plus tard pour voir la création d'un ministère dédié à l'enseignement supérieur de la science scientifique. Alors, quand on observe à cette période, on voit une progression de taux brut de scolarisation supérieure, mais assez faible. En 1960, en 90, on n'avait même pas encore, on avait à peine 1,20% de taux de scolarisation brute au supérieur. Alors, l'université a commencé avec 314 étudiants. 20 ans plus tard, c'était 8813 étudiants au niveau de tout le pays. Alors, 1990 va marquer une période charnière dans le développement de l'éducation à l'ordre supérieur. Donc, il y a eu la création d'un ministère chargé de l'enseignement privé en 1992 et un colloque qui est tenu la même année sur le thème spécifique de l'enseignement supérieur privé. Après ce colloque, on a vu l'ouverture des premières institutions d'enseignement supérieur privé en 3 établissements. Alors, qu'est-ce qui a pu motiver, qu'est-ce qui a pu expliquer l'émergence des institutions privées? C'est d'abord qu'avec l'instauration des programmes d'économie structurelle signés en 1991, l'État a dû se désengager financièrement de plusieurs domaines d'éducation. Il a fallu donc partager les coûts de l'éducation, surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il y a aussi l'attractivité que le privé a eue sur nous, la population, du fait des défaillances du secteur public. Ça a créé quand même un besoin d'avoir une autre offre. Et également l'apparition, la venue de la réforme LMD, qui commençait en Europe, avant d'être plus ou moins imposé dans nos pays. Les États privés ont été les premiers à déjà mettre en œuvre cette réforme LMD, ce qui a constitué un atout pour elle, une attractivité au niveau de la population studentique. Alors, pour caractériser les différents établissements qui aussi bien les personnes qui en sont propriétaires, il y a d'abord deux types d'institutions. Il y a les universités, auxquelles est reconnu principalement le droit d'exercer le volet recherche. Et les autres établissements, les écoles, instituts, qui n'ont pas obligation à faire de la recherche. Globalement, ce que je peux dire. Et aussi, la taille n'est pas la taille des instituts et écoles est beaucoup plus réduite que celle des universités, peuvent regrouper plusieurs instituts ou écoles. Alors, pour illustrer, pour l'année 2019-2020, on dénombrait 140 institutions privées d'enseignement supérieur, gérées par 135 fondateurs. Parmi eux, il y avait des groupes confessionnels. 7 groupes confessionnels, 16 mouvements associatifs ou de sociétés anonymes, mais surtout 112 personnes physiques. Donc voilà, pour caractériser l'offre dans ce domaine. L'évolution qu'on a pu observer depuis les années 90, ici je donne quelques éléments sur le nombre d'institutions d'enseignement supérieur, privées comme publiques au niveau du pays depuis les 10 dernières années. Nous avons, en 2014, nous sommes passés de 74 à 110 pour le privé
et de 8 à 18 pour le public. Le public, depuis quelques années, a commencé à créer des universités ou des centres universitaires reliés aux principales universités dans tous les chefs-lieux de région. Alors, on est passé donc de 20 en 2005 à 2014. Pour cette année, l'année qui vient de s'achever, on recense 157 institutions privées d'enseignement supérieur, mais elles ne sont pas toutes fonctionnelles. Pour distinguer, celles qui sont fonctionnelles, elles sont 121, mais les statistiques que l'on va donner, elles font les synthèses des données fournies par seulement 110, parce que toutes ne fournissent pas les données pour les enquêtes au niveau du ministère. Donc, les données, ça ne regroupe pas toute la réalité. Alors, il y a des transitions fonctionnelles. Pas parce que les fondateurs ont suspendu les activités ou parce que l'État, pour une autre raison, a fermé l'établissement. Donc, il y aurait de fonctionnaires que 121. Les effectifs dans le privé, nous sommes pour l'année passée à 19,18% de toute la population étudiantine, estimée pour l'année scolaire passée à 220 128 étudiants. Voilà une idée des effectifs. La répartition au niveau du pays. Alors, le privé, le public et tout le pays. On constate jusqu'à 2018 que le privé assurait une meilleure couverture de l'ensemble du pays par rapport au public. Parce qu'on avait, on a vu qu'en 2018, on avait jusqu'à 9 régions couvertes alors que le public était encore à 6. C'est à la suite de la décision de l'État de construire dans les différents chefs-lieux des régions, on a 13 régions administratives, des universités ou des pôles universitaires, que maintenant tout le pays a été couvert. Alors pour le privé, il est présent dans 10 régions, le public dans 13 régions. Pour illustrer un peu la répartition de ces établissements. Ce qu'il faut noter, c'est sur la base des statistiques de 2020, à l'époque, c'est 140 institutions, 129, c'est-à-dire plus de 90%, étaient concentrées dans 3 villes. Une concentration géographique. C'est les villes de Ouagadougou, jusqu'à 110, toute la moitié des IPES. La deuxième ville, 15, et la quatrième, 4. Il faut noter que ces 3 villes-là sont celles qui ont abrité les premières et seules universités publiques du pays. Donc, le privé venait s'installer à côté, pour la principale raison, la question des enseignants qui devaient solliciter pour les appuyer. Les domaines ou les programmes qui sont offerts dans les EPS permettent de caractériser différemment ce type d'offres éducatives. Les tendances qui se dessinent depuis une dizaine d'années, c'est que pour tout le pays, 82 à 90% des nouveaux inscrits dans chaque cohorte s'inscrivent dans 3 domaines d'études. C'est l'ensemble constitué des sciences sociales, le commerce et le droit. Ensuite, les lettres et les arts. Et troisième domaine, les sciences. Alors, pour le public, il faut noter que certains domaines sont fortement régulés par le public, qui est principal ou des fois le seul à l'offrir. C'est au vu des inscriptions, pourcentage d'inscriptions dans ce domaine qui relève du public. C'est essentiellement l'éducation où 90 à 100% des inscrits le sont au public. Le public est le seul à offrir des programmes en éducation. Ça commence à évoluer. Les lettres et arts, plus de 90% des ceux qui sont inscrits le sont dans le public.
et également les sciences, plus de 88% qui sont inscrits à la science le font dans le public. Autre élément à signaler, c'est que le secteur privé est majoritaire dans certains domaines. Par exemple, l'agriculture, jusqu'en 2019, c'est vraiment le privé qui offrait des programmes où il y avait le plus grande inscription dans le domaine agricole. Le domaine également de l'ingénierie, l'industrie, des transformations de production, 60 à 77% des inscriptions dans ces domaines-là le sont dans le privé. Et pour le domaine des services, par rapport au privé. Alors, troisième élément, c'est la contribution du privé dans le domaine de l'enseignement supérieur. Premier point, c'est au niveau de l'accès. Si je parlerai de l'efficacité interne et du domaine financier. Alors, pour l'accès, d'abord, pour comprendre comment les gens accèdent à l'université, c'est bon de noter qu'au niveau du domaine public, les critères de choix des filières d'accès, c'est principalement le mérite. Les gens font des demandes pour s'inscrire dans le public, c'est le mérite qui est estimé par par la note obtenue à l'examen de type secondaire qu'on appelle le baccalauréat chez nous. Donc le mérite, la disponibilité des places, essentiellement. Alors, ce qui explique que des gens vont souvent dans le privé, soit parce qu'ils n'ont pas eu l'orientation désirée dans le public, ou ils ont les moyens de s'offrir des formations similaires des formations dans le privé. Mais il y a aussi que depuis quelques années, nous connaissons un chevauchement d'années universitaires. Il y a eu pas mal de crises qui ont amené des chevauchements d'années. Pour une année donnée, on ne sait pas finalement, par exemple, pour l'année en cours 2023-2024, peut-être qu'on est encore en train de terminer le programme de l'année universitaire 2021-2022. Parce qu'il y a eu des retards. Cela a pu motiver certains à aller dans le privé. Donc voilà un peu pour expliquer le mot d'accès. Alors, on constate une augmentation plus rapide de l'offre privée par rapport au public, malgré un constat de baisse relative de la proportion d'étudiants ces dernières années. Au niveau de nouvelles inscriptions, surtout parce qu'il y a eu des offres publiques dans beaucoup de régions. Alors, depuis l'année 2019, l'État aussi inscrit les étudiants dans le privé, à sa charge, en assumant les frais de scolarité dans le privé. Pour l'année passée, on dénombre 2684 étudiants inscrits par l'État dans 46 institutions privées d'enseignement supérieur. 10 conventionnels, une convention, il est lié à l'État. Alors, le mode de sélection, c'est essentiellement basé sur les résultats de l'évaluation que l'État fait tous les 2 ans de l'enseignement supérieur d'enseignement privé. C'est des qui sont bien classés, de très bonne qualité. C'est cela que l'État choisit pour proposer aux nouveaux étudiants parmi les choix, les choix possibles d'inscription. Alors, les raisons pour lesquelles l'État recourt au privé dépendent nécessairement du fait de la surcharge dans la population, les effectifs au niveau de l'offre publique pour décongestionner, mais aussi pour donner l'accès
accès à certaines formations qui ne sont pas offertes par le public. Donc, premier aspect au niveau de l'accès. Autre aspect à noter, c'est la question du genre. Que les filles sont moins nombreuses que les garçons de manière générale dans les deux secteurs. Mais la proportion de filles est plus élevée dans le privé que dans le public. Par exemple, dans le privé, 39 à 40% des étudiants sont des filles, alors que le public est entre 27 et 40, et 34%. J'ai donné là le tableau de l'indice de parité filles-garçons. On voit bien que le privé qui tire vers le haut ces indicateurs-là au niveau de tout le pays. Donc, il y a une contribution appréciable du privé dans la question de la promotion de l'éducation des jeunes filles au supérieur. Autre élément à noter, c'est que le privé accueille la majorité, 64% des étudiants étrangers, qui viennent s'inscrire dans le privé. Évidemment, il y a un apport culturel important, le brassage des étudiants venant de pays différents. Il y a aussi un apport financier important pour l'établissement et aussi ça contribue au rayonnement de ces universités ou de pays à l'international. Deuxième élément que je voulais noter, c'est la question de l'efficacité interne. La proportion de redoublants est plus élevée dans le secteur public que dans le privé. Également, la proportion des sortants diplômés issus du privé, depuis 10 ans, croît beaucoup plus vite que dans le public. Évidemment, le privé apporte un apport considérable sur le plan économique, financier. D'abord, les impôts payés à l'État, parce qu'il n'est pas exempté d'impôts, paie des impôts à l'État. Et aussi en termes d'emploi. Pour l'année dernière, on note que 6 560 enseignants interviennent dans le public, dans le privé, soit comme enseignants permanents ou comme vacataires, tous les cas, ils ont une rémunération pour le travail accompli. Alors qu'au niveau du public, on était à 3 669. Et le personnel à TOS, le personnel technique, administratif et de soutien, ils sont dans le privé 1392 et dans le public beaucoup moins. Il y a quand même un apport à ce niveau-là. Alors, dernier point, c'est les défis. Les défis qui se posent aux promoteurs de l'enseignement supérieur privé. D'abord, la question du financement. Parce que la mobilisation des recettes d'exploitation, certainement des scolarités, connaît beaucoup de difficultés, étant donné la situation économique du pays, marquée d'abord par la pandémie qu'on a connue, et surtout par l'insécurité, puisque le pays connaît des attaques terroristes depuis 2016. Cela joue beaucoup sur l'économie du pays. Il y a aussi la concurrence, puisqu'il y a beaucoup d'offres, beaucoup de promoteurs dans les mêmes filières. Cela fait que les premiers en de moins d'étudiants sont plusieurs de partager la même clientèle, j'allais dire. Autre défi, c'est les ressources humaines. Ils doivent chercher des ressources humaines propres et suffisantes. Parce que la plupart des enseignants qui interviennent du privé viennent du public. Cela veut dire que ça dépend de la disponibilité. L'exécution des cours est liée à la disponibilité des enseignants qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas des enseignants permanents propres à l'institution. Cela est de même aussi pour l'administration. Certains postes, les cahiers de charges exigent que l'enseignant ait tel ou tel grade universitaire. Mais c'est relativement nouveau, ce secteur. Donc, peu d'enseignants sont arrivés au grade le plus élevé dans le système. Cela peut créer des difficultés. D'autant plus que l'État, depuis quelques années, interdit aux enseignants qui sont dans le public d'occuper des fonctions administratives au privé. S'ils le veulent, ils doivent démissionner. Même pour la vacation, c'est assez difficile d'obtenir la vacation des enseignants du public. Donc, il y a donc c'est la question de former des enseignants de qualité propre, c'est une difficulté. Autre défi, c'est la question de la qualité. Tous les 2 ans, comme je l'ai dit, le ministère
fait un suivi contrôle et après classe les différents établissements. Le dernier classement qui a eu lieu l'année dernière, en août dernier, 10% des IPES ont été jugés de qualité mauvaise à très mauvaise. Autre élément de la qualité, beaucoup d'IPES, pour assurer la qualité, recours au mécanisme d'assurance qualité, entre autres la soumission de leur diplôme à la reconnaissance d'un organisme régional, le CAMES. Ce n'est pas tous les privés qui y vont, surtout que aussi l'État même ne soumet pas ses diplômes à la reconnaissance de l'organisme. Mais c'est sûr que la qualité, c'est un défi à relever au niveau de... Le dernier élément, et peut-être le plus important en termes de défi, c'est le rapport des privés avec l'État. On constate en fait quelque temps, une certaine tension entre le besoin d'harmonisation et la tendance à l'uniformisation. Par exemple, vouloir imposer à tout le monde les mêmes curricula dans telle ou telle formation, ça pose quand même des difficultés. Il n'y a pas marge pour le privé d'avoir une offre, une offre plus-value parce que c'est là, on impose les mêmes curricula à tout le monde. Et le régime des études en cours de conseil de passage à la classe supérieure sont imposés à toutes les institutions privées comme publiques du pays. Et cela pose d'énormes difficultés. Je prends un exemple, la question de... On est censé dans les LMD où il faut valider chaque année 2 semestres, chaque semestre, 30 crédits pour passer en classe supérieure. Le régime des études dit depuis 3 ans environ que même s'il vous manque 2 crédits dans un semestre, vous reprenez toute l'année. Enfin, pas reprendre, vous redoublez toute l'année pour chercher les 2 crédits qui manquent. Ça pose des difficultés. Parce que quand dans le privé, quelqu'un devrait redoubler pour prendre quelques crédits, vous n'allez pas lui facturer toute la scolarité. Vous allez consentir une réduction. Cela fait un manque à gagner important pour l'institution, qui est peut-être après que 2000 étudiants, mais en réalité, ne sont pas étudiants à plein temps. Il y en a qui sont là, mais qui vont peut-être prendre quelques cours, ça fait un manque à gagner pour les différentes universités privées. Autre élément important actuel, c'est l'instabilité politique au niveau, et beaucoup de changements au niveau des premiers responsables du ministère. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à bien saisir des fois les politiques ministérielles au niveau du secteur privé. Il y a une certaine instabilité. Il faut également noter une contestation du cadre réglementaire du ministère par les acteurs du privé. Il y a eu même un mémorandum déposé il y a 2 ans, il n'a pas eu de réponse pour contester beaucoup de mesures prises par le gouvernement. Ça crée une tension difficile avec l'État. Dernier élément à noter, c'est ce monopole de fait, même s'il n'est pas avoué, n'est pas assumé, que l'État a sur la recherche. Cela se manifeste entre autres par le fait que l'État ait interdit au privé d'offrir des formations doctorales dans les écoles doctorales. Le débat est en cours entre les deux entités pour arriver à ou alors vous pouvez l'offrir, mais sous la responsabilité d'une école doctorale du public. Il faut être sous la tutelle du public. Cela crée une difficulté dans les rapports avec l'État. Alors, en conclusion, je voudrais souligner que plusieurs points permettent de souligner que la contribution du secteur privé est positive au niveau de l'enseignement supérieur du pays. Si bien nous la naissance, l'émergence du développement, la démocratisation, la diversification et la qualité de l'enseignement supérieur dans le pays. Il y a tellement besoin de changer de paradigme pour ne plus voir le privé comme quelque chose qui vient en concurrence à l'État, mais vient en complément à l'offre publique. Alors, je pense que le cas que le collègue Zakaria va développer permet de voir concrètement ces enjeux-là au niveau des établissements particulièrement. Je vous remercie. Merci Pascal. Pendant que
Thiem Touré s'installe. S'il y a des questions, on peut prendre peut-être 5 minutes. Et voilà. Comment est-ce qu'on gère la période des questions? En fait, Oui. je ne pourrais pas ouvrir, ce serait mieux ça Oui. sera géré à partir de ta position. OK. Il y a des questions dans le chat. OK. OK, je vais installer. Donc, en attendant qu'on s'installe, si Voilà. vous avez une question, vous pouvez ouvrir votre micro, vous présenter et la poser. Sinon, est-ce que. Non. Sinon, on va pouvoir passer à la OK. prochaine présentation. D'accord. C'est bon. Comment est-ce qu'on En peut. fait, on peut. Le petit lien ici. Oui, OK. Pour. Voilà. Ah, mais moi, merci. Ben, je te cède la place. Merci beaucoup. Oui. Voilà. On prendra les questions après Thiem Touré. Ah, tu peux y aller. Il peut commencer? Oui. OK. Connecté avec ton ordinateur. Oui. Est-ce qu'on. non? Est-ce qu'on a changé d'ordinateur? Non, c'est le même ordi. Ah, vous n'êtes pas en train de partager la présentation. Oui, désolé. Non, c'est ma faute. Attendez. OK. Il faut aller dans Zoom. Oui. Arrêtez peut-être le partage. Oui, il faut arrêter le partage. Voilà, ça a été arrêté. Voilà. On recommence le partage. OK. Je pourrais. Bon, C'est lui. ça. Ouais. Voilà, partager ça. Et Parfait. voilà. OK, merci. Parfait. OK. Parfait. Bonjour à tout le monde. À la suite du collègue Pascal Ramvé, je vais vous présenter un cas, un exemple, celui de l'Institut supérieur de sécurité humaine que nous avons cofondé il y a quelques années. Donc, merci aux collègues qui ont bien voulu organiser cette session d'échange et de partage. Et ceux qui sont connectés pour suivre cette présentation. Je dirais en introduction que l'Institut supérieur de sécurité humaine, certes, est un institut, mais nous avons l'habitude de dire que plus qu'un institut, c'est un vrai projet de transformation sociétale. C'est-à-dire que derrière l'Institut, il y a vraiment une idée, il y a un engagement presque militant de contribuer à transformer la société dans laquelle nous vivons. Et je voudrais commencer par vous raconter l'histoire de la création de cet Institut supérieur de sécurité humaine. Tout a commencé dans les années 2010, qui est en fait une période assez particulière pour des gens de ma génération, on va dire des années 80. Les années 2000, quand on parlait de l'an 2000, le troisième millénaire, c'était avec beaucoup d'espoir. Quelque chose allait se passer en l'an 2000. Bon, ce qu'on n'avait pas pu faire sur le deuxième millénaire, au troisième millénaire, ça y est. Alors, donc, beaucoup d'espoir. Et malheureusement, ce troisième millénaire qui commence avec des catastrophes. 2001, le 11 septembre. Ensuite, et d'autres attaques. Dans nos pays, milieu des années 2000, donc 2007, 2008, les émeutes de la faim, avec ces contestations autour de la vie chère. Et donc, du coup, quelque chose quand même qui nous frappe, de dire, mais le troisième millénaire, c'était pas ça. C'est parce qu'on avait le sentiment que ce monde, notre monde, avait à la fois suffisamment de ressources, suffisamment d'intelligence
pour offrir de l'espoir et du bien-être à tous. Et malheureusement, on ne constate pas cela. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons engagé la réflexion et il y a eu un événement particulier alors, qu'on a englobé dans les printemps arabes, c'est ce qui s'est passé en Tunisie. Pendant longtemps, la Tunisie était regardée à la fois comme un exemple de sécurité, de stabilité, avec une offre d'éducation très importante. Et puis, finalement, ça s'est écroulé en très peu de temps. Je me dit, mais mince. C'est-à-dire que si tout ce qui nous paraissait solide, finalement, est aussi fragile, friable, il y a une vraie question à se poser. Et se demander, à partir du moment où on comprend ce qui se passe, quelle analyse, quelle réponse on peut apporter. Et donc, c'est à partir de là que nous avons entamé la réflexion qui a conduit ensuite à la création de l'Institut supérieur de sécurité humaine. Là, je vais vous passer une petite vidéo qui va donc euh, synthétiser là ce que je suis en train de vous dire. Justement, on reste avec la profondeur de misère et l'étendue de la désespérance. Notre monde est riche. La misère humaine semble progresser. Face à ce constat, il fallait agir. Agir tout de suite. Et nous avons pensé que par la formation, nous allions pouvoir augmenter nos capacités, et surtout notre nombre. Avoir des hommes et des femmes capables d'agir. De base, je suis passionnée par tout ce qui est aide humanitaire. Et lorsque j'ai obtenu mon bac, naturellement, j'ai cherché autour de moi où est-ce que je pouvais entreprendre un cursus spécialisé dans l'aide humanitaire. Et donc, moi, à cette époque-là, l'ISSH existait déjà. Mon métier, qui est quand je fais la promotion de la protection des droits jeunesse, me permet en tout cas de contribuer au mieux à participer donc à la prévention de la gestion du conflit et une véritabilité dans les systèmes en BNA et l'ISSH et des éléments qui permettent maintenant de faire ce travail. Que ce soit dans le domaine de l'action humanitaire, que ce soit sur des sujets comme la gestion des conflits, ou ce sujet préoccupant de sécurité alimentaire. Et il fallait donc de l'anticipation, parce que nous avons considéré que ces problématiques de l'être, dans le centre, seraient donc la problématique majeure des prochaines décennies. Et c'est ça, je mets en notre disposition des formateurs chevronnés, plein de qualité humaine, qualité intellectuelle. Ce sont des atouts. Excusez-moi. Non, je ne peux pas le faire en même temps. Ce sont des éléments. Moi, aujourd'hui, à recommander, il y a cette mes connaissances, mes relations. Ma fierté vient du fait que j'ai dit dans ce pour répondre à ce besoin, pour bien faire mon travail et pour participer à la réduction de la vulnérabilité des populations qui sont touchées par les catastrophes. J'interviens dans la coordination de toute activité en rapport avec les familles des militaires, c'est-à-dire les activités d'intervention et activités économiques et de deux militaires. Il n'y a pas meilleure gratification que lorsque des bénéficiaires nous approchent pour nous dire « Ah, vous avez bien fait votre travail, j'étais dans la détresse et aujourd'hui, grâce à votre intervention, voilà où vous êtes. » Nous avons le sentiment d'être utile en voyant ces hommes et ces femmes formés qui aujourd'hui ne demandent qu'une chose, c'est pouvoir aider. Nous sommes persuadés et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Très bien, je suis désolé, il semblerait que ça n'était pas très fluide pour ceux qui sont à distance, en ligne. J'espère que pour les prochaines, ça se passera mieux. Alors,
Pourquoi la sécurité humaine? Au début, on a eu du mal à expliquer déjà ce que c'était. Euh, Pascal nous disait tout à l'heure que dans l'offre privée, on a une concentration en fait de formation dans le même domaine. Nous n'avons pas voulu faire ça. Nous nous sommes dit, il nous faut avoir quelque chose qui réponde à un besoin, quitte à ce que ça ne soit pas compris au départ et qui permettra en fait d'ailleurs, l'une des réponses que je donnais quand on me posait la question, c'est quoi la sécurité humaine? J'essayais d'expliquer, je dis, bah, de toute façon, vous comprendrez mieux dans 15 ans. Et puis finalement, ça s'est même passé un peu plus vite qu'on le pensait, parce que avant donc les 15 ans, parce que là, l'Institut fête cette année donc son 10e anniversaire, déjà, cette notion de sécurité humaine, non seulement est mieux comprise, et aujourd'hui aussi dans le débat public. Et la sécurité humaine, pour nous, c'était essentiel. Que dans cette période où il y a beaucoup de désespérance, de s'intéresser à l'individu et de s'intéresser à l'individu euh, sous toutes ses formes, pas simplement l'individu qui aurait des besoins liés, on va dire, à une sécurité physique personnelle. Oui, parce que quand on parle de la sécurité, euh, dans la plupart des situations, on pense à cette sécurité physique, à cette sécurité personnelle. Comment on fait pour être protégé contre des agressions? Comment on fait pour être protégé, évidemment, contre des guerres, la violence physique? Et on s'aperçoit que ça n'est pas la seule menace, ça n'est pas la seule insécurité pour l'individu, et que l'individu, lorsqu'il n'a pas les capacités d'accéder à des ressources, lorsque il est au chômage, lorsqu'il n'arrive pas à se soigner parce que l'offre de santé est ou inexistante ou pas donc suffisante, ou par exemple quand il n'arrive pas simplement à accéder à une alimentation saine qui réponde à ses besoins nutritifs, bon, il se sent en insécurité. Et que ces insécurités doivent être adressées de façon globale. Et du coup, qu'une des menaces les plus importantes, ça n'est plus un État contre un autre, mais ce sont les citoyens, les individus qui vivent sur des territoires et qui se sentent en insécurité et qui deviendraient donc une menace potentielle pour la sécurité donc, de tous. Et du coup, nous avons pensé qu'il était essentiel de travailler sur cette notion-là et que l'on considère désormais la sécurité dans une approche globale. Il y a en général trois piliers que l'on cite lorsqu'on va parler de la sécurité humaine, c'est de dire que chaque individu a besoin de vivre à l'abri de la peur, a besoin de satisfaire ses besoins vitaux, donc, et enfin vivre dans la dignité. Et avec donc ces trois éléments, nous avons construit un peu plus de compréhension pour finalement se dire, mais après tout, oui, il est bon d'avoir une défense des territoires, mais quand les individus dans un territoire ne se sentent pas en sécurité, vous avez beau avoir des frontières bien protégées, la sécurité, bah, elle se jouera à l'intérieur du territoire. D'où cette euh, ce besoin de travailler sur cette notion de sécurité humaine. Alors, après cette période de réflexion, toutes les démarches qui ont été menées, nous avons ouvert officiellement en 2014 avec une cohorte d'étudiants qui étaient plutôt des professionnels, mais qui n'étaient pas passés pour la plupart par des écoles spécialisées, donc avaient appris en faisant, avaient appris sur les postes de travail et avaient besoin en fait de ces moments de retraite théorique, de se nourrir, de manipuler des concepts. Et donc, la première cohorte était constituée de professionnels qui parfois sont venus se former à l'insu de leurs employeurs parce que c'était
quelque chose de relativement nouveau dont personne ne voulait prendre le risque de dire je suis dans telle école, je suis en train de faire tel type de formation. On s'est dit, mais attends, est-ce que ça existe ce que tu es en train de nous dire? Et on a eu un challenge par rapport aux enseignants, il fallait les trouver. Parce que sur des thématiques comme celle de la sécurité humaine de façon globale, mais vous verrez, je vous donnerai les détails des filières sur lesquelles véritablement on travaille et quelles sont des questions qu'on adresse, bah, c'est pas forcément à l'université qu'on trouve les personnes qui ont ce profil. Donc, nous avons dû aller chercher, y compris dans les organisations non gouvernementales, des personnes qui étaient des gens dans la pratique et qui avaient quelque chose à partager. Bien évidemment, quelques universitaires ont accompagné donc, le processus et étaient présents. Maintenant, avec le temps, nous avons des étudiants diplômés qui peuvent revenir et contribuer à l'enseignement. Donc, du coup, on s'est facilité la tâche avec le temps. Donc, cette structure s'intéresse, enfin, on s'occupe de formation, d'analyse stratégique, de recherche, même si officiellement, alors la formation à la recherche, donc au niveau doctoral, on ne la fait pas, mais au niveau master, bah oui. Et vous verrez ce que font donc nos enseignants-chercheurs et nos étudiants dans le domaine de la recherche, notamment sur les différentes filières qui sont les nôtres. Donc, nous délivrons des licences et des masters, des doctorats, mais un institut, donc licence et master, reconnus par l'État, puisque nous avons dû obtenir les autorisations de l'État pour fonctionner, et nous sommes audités chaque année par l'État. Pascal vous parlait du classement qui est fait tous les 2 ans, et nous faisons partie donc des instituts classés, instituts de très bonne qualité au Burkina Faso. Et donc, à ce titre-là, nous recevons des étudiants inscrits, orientés par l'État. Dans notre choix, nous en prenons que quelques-uns pour ne pas perturber le modèle économique, parce que si vous prenez cette habitude, le jour où l'État change de décision, bah, vous allez vous retrouver dans une situation très difficile. Alors, les étudiants, le profil de nos étudiants, alors nous avons les post-bac, alors bac par bachelor dans le modèle canadien, mais la fin du secondaire, donc qui arrive, parce que pour entrer dans l'institut, il faut avoir obtenu ce diplôme de fin des études secondaires. Ça, c'est pour les jeunes qui sont en formation initiale. Mais pour ceux qui sont en formation continue, ce sont des professionnels, on en retrouve des civils, donc des personnes qui sont dans des organisations non gouvernementales, on retrouve des paramilitaires qui sont dans des questions de sécurité, et on retrouve des militaires, parfois des officiers supérieurs qui viennent se former parce que quand ils sont déployés sur des théâtres d'opération, ils sont parfois dans les missions de maintien de la paix, et cette dimension que nous avons, notamment sur la question des gestions de conflits, les intéresse énormément. Donc, ils viennent apprendre avec nous. Après, certains d'entre eux rejoignent donc le corps professoral et aident à former nos jeunes étudiants. 4 grandes filières, dont la dernière est une filière sur la gouvernance de la sécurité globale avec une orientation sécurité intérieure, où on revient sur les grandes doctrines, on revient à la fois sur les grandes doctrines de police, c'est quoi donc la police administrative, la police pénale, on a pour petit à petit amener, y compris les acteurs donc spécialisés dans ce domaine, à avoir cette approche holistique que nous sommes en train de porter. Donc, cette approche de gouvernance globale de la sécurité. 10 promotions, donc à ce jour, plus de 1500 personnes accueillies. Pascal nous parlait de la proportion des étudiants étrangers dans le privé. Nous avons un peu plus de 12 nationalités maintenant, essentiellement d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, et on a même eu de l'océan Indien, donc
qui viennent se former au sein de l'Institut. L'une des particularités, c'est l'insertion professionnelle. On a un niveau d'insertion professionnelle allez, assez intéressant, même si vous continuez à travailler, notamment à réduire les temps, mais 97%, donc sur 12 mois, on dit, OK, c'est bien, on a encore de l'ambition de faire mieux, notamment en réduisant la période, parce que là, on est quand même sur 12 mois. On s'est dit, bah, tiens, on peut être sur 8 mois, puis sur 6 mois. Mais la particularité, c'est que nos jeunes étudiants, y compris parfois quand ils sont en stage, sont recrutés pendant leur période de stage. Et ça nous montre que non seulement les entreprises, les structures qui les recrutent comprennent bien ce qui est en train de se jouer, mais que le besoin, il est là. Et c'était ça notre objectif, anticiper ces besoins qui allaient arriver dans la société et avoir des personnes qui ont ces fibres-là et qui sont capables véritablement d'apporter une aide significative. Et donc, dans ce que nous sommes en train de faire, nous avons à la fois des partenaires académiques, mais également des partenaires institutionnels, des grandes ONG qui sont avec nous, qui ont adhéré à l'idée dès le début et qui continuent à nous accompagner. Et puis, bon, on voit bien que le travail que nous sommes en train de faire est allez, plutôt utile. Alors, je vous parlais des filières tantôt en vous expliquant ce qu'on est en train de faire, mais je crois que c'est plus explicite de vous présenter cela en vidéo. Alors, on va les regarder tour à tour. On va parler d'abord d'action humanitaire, donc ce que nous faisons dans ce domaine. Ensuite, on parlera de sécurité alimentaire et de nutrition. Et enfin, on parlera de gestion de conflits. Au titre des travaux relatifs à l'action humanitaire, les enseignants-chercheurs et étudiants de l'Institut supérieur de sécurité humaine ont, à leur actif, une riche et abondante production. Ils ont, entre autres, analysé les questions liées à la prise en charge des personnes déplacées internes et plus largement des personnes fragiles et vulnérables, telles que les malades mentaux, les enfants en situation de handicap. La protection de l'enfance en situation d'urgence a fait l'objet de plusieurs réflexions, de l'analyse des mécanismes de protection des enfants en situation d'urgence à la protection communautaire des filles migrantes domestiques, en passant par l'analyse des facteurs de violence physique faite aux filles, la prise en charge psychocognitive des enfants déplacés internes et les conditions de vie des femmes vivant avec leurs enfants présents. Nos chercheurs ont questionné le rôle et l'efficacité des actions des organisations humanitaires dans la protection des personnes vulnérables. L'impact de la crise sécuritaire sur l'éducation est considérable. Ainsi, la problématique de l'enseignement en situation de crise sécuritaire, la scolarisation des filles, des orphelins et des enfants en situation de handicap ont intéressé nos chercheurs. De même, ils se sont penchés sur la vulnérabilité des femmes au contexte d'orpaillage, l'autonomisation économique des femmes déplacées internes, ainsi que la santé sexuelle et reproductive en situation d'urgence. La question de l'immigration des jeunes a également été traitée et les causes profondes de l'immigration clandestine ont été identifiées et discutées. En ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement, la réflexion s'est portée sur l'amélioration de l'utilisation des latrines dans les espaces publics marchands et sur les enjeux sanitaires qui y sont liés. Tous ces travaux sont documentés et contribuent à orienter nos actions et celles de nos diplômés qui ont tous été formés pour agir. ISSH, l'être humain d'abord. Au titre des travaux relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition, les enseignants-chercheurs et étudiants de l'Institut supérieur de sécurité humaine ont notamment travaillé sur la malnutrition, l'effectivité des programmes de prise en charge de la malnutrition, la prévalence et les facteurs de risque de la malnutrition aiguë, et la question de l'intégration de la nutrition dans les plans communaux de développement. La question de l'allaitement exclusif, celle de l'efficacité des programmes d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, les déterminants de la qualité du suivi, de la croissance et du clan solide ont été largement traités.
De même, la sécurité sanitaire des aliments, les paramètres psychochimiques et microbiologiques des eaux de boissons produites et commercialisées ont fait l'objet de recherches. Pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle, des idées en lien avec la résilience communautaire et économique, le ciblage dans la distribution des vivres, la diversification et la fortification des aliments, la fertilisation des sols ont été mises en exergue. L'autonomisation des personnes déplacées et la communication pour le changement de comportement ont été aussi analysées. Plus concrètement, les études menées ont mis l'accent sur des méthodes et moyens de lutte contre la sécurité alimentaire, notamment celles qui touchent régulièrement les personnes vulnérables. C'est ainsi que dans le cadre, par exemple, de la vente des céréales à prix social, il est posé clairement la question de l'efficacité des stratégies publiques pour atteindre effectivement la cible éligible, à savoir les personnes vulnérables. Autrement dit, comment identifier, recenser et atteindre réellement les personnes qui peuvent bénéficier de cette forme d'aide. L'ISSH, pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle partagée. Alors là, on va regarder ce qui se fait maintenant en gestion des conflits et construction de la paix, qui est donc la troisième filière. Alors, la quatrième, on restera pas longtemps parce que c'est la dernière née, donc on n'a pas encore suffisamment documenté ce qui se fait dans cette filière pour que ça fasse l'objet en fait d'une présentation vidéo. Donc, mais là. Au titre des travaux relatifs à la gestion des conflits, les enseignants-chercheurs et étudiants de l'Institut supérieur de sécurité humaine ont abordé l'épineuse question de la paix et de la sécurité au Sahel, et plus largement en Afrique. L'efficacité des mécanismes institutionnels prévus tant au niveau de l'Union africaine que de la CEDEAO en matière de paix et de sécurité a été interrogée. De même, les conflits entre les personnes déplacées internes et les populations hôtes, la préservation de la cohésion sociale dans un contexte de lutte contre l'insécurité, l'implication des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent ont été traités. La contribution des organisations de la société civile dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Sahel a été évaluée, tout comme l'apport du dialogue interreligieux et les stratégies de résilience des jeunes face à la pauvreté et aux extrémismes. Les conflits communautaires, les conflits entre sociétés militaires et communautés villageoises ont fait l'objet de nombreuses réflexions. De même, les conflits liés au foncier rural et urbain, dont on dit qu'ils constituent une bombe à retardement au Burkina Faso, ont aussi été abordés par les chercheurs qui préconisent, pour certains types de conflits, le recours aux mécanismes traditionnels pour leur gestion. L'ISSH, formé pour agir. Vous remarquerez que voilà, nous avons un champ quand même assez large de l'action humanitaire où nous nous préoccupons des sujets comme ceux des personnes ayant des problèmes de santé mentale jusqu'à les conflits, y compris les conflits liés au foncier. Qui sont aujourd'hui dans la typologie des conflits que nous avons dans nos pays. C'est vraiment les conflits liés au foncier, un des conflits assez importants. Donc, nous traitons vraiment ces différents sujets parce que c'est comme ça que l'on construira la sécurité humaine et c'est comme ça que l'on construira de la paix. Parce que au final, tout cela, c'est aussi avoir en fait comme perspective la paix comme finalité sociale. Et si on veut être dans un monde de paix, bah, il faudrait continuer à construire cette sécurité humaine. Alors, Pascal Ramdi tout à l'heure avait parlé des défis. Ce que j'essaye de faire pour terminer, c'est vraiment donner quelques exemples concrets de ces défis-là, comment nous les vivons. On a parlé de la qualité de la formation. Alors, il y a un cahier des charges que vous devez remplir, respecter, si vous voulez, en fait, ouvrir une structure d'enseignement supérieur privé au Burkina. Et donc, chaque année, lorsque le ministère vient en mission d'évaluation, c'est toujours sur la base du cahier des charges. Maintenant, c'est un cahier des charges euh, qui est assez, allez, on va dire assez difficile à respecter parce que
il en parlait sur le profil des enseignants. Lorsque vous êtes dans le supérieur, le ministère va vous demander d'avoir des personnes qui ont le doctorat et qui ont un grade universitaire qui permettent d'enseigner ou d'encadrer. Il se trouve que quand on est dans des domaines aussi spécialisés que nous, vous n'avez pas ce personnel dans l'enseignement supérieur. En tout cas, c'est pas là-bas que vous trouverez euh, les, les plus, on va dire, les plus pointus. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où si on doit absolument rester dans la philosophie du cahier des charges, on n'aura pas cette qualité de la formation qu'on recherche parce que ceux qui ont quelque chose à partager ne remplissent pas toujours des critères donc, du ministère. Et c'est toujours en fait des discussions avec le ministère pour faire comprendre aussi la spécificité de ce que l'on fait et les difficultés liées justement à ce cahier des charges qui peut être parfois très rigide. Il y a l'application du dispositif licence master doctorat qui, certes, a ses avantages, mais aussi quand même ses limites lorsque vous voulez, par exemple, ouvrir une filière. Ben, il faut vous assurer que vous avez suffisamment de contenu pour construire un parcours licence. Un parcours licence dans le système LMD tel que nous l'appliquons, c'est 6 semestres. Donc, 2 semestres par an. Et les 6 semestres, c'est, alors, on a dit 30 crédits. 30 crédits, c'est à peu près l'équivalent de 600 heures de temps de travail. Parce qu'on a un crédit qui vaut 20 heures de temps de travail. Donc, vous avez ça que vous devez pouvoir, en fait, remplir pour espérer mettre en place une formation de ce niveau-là. Et c'est pas évident. Et pour le master, c'est 4 semestres, 4 semestres de 30 crédits le semestre. Et après, il y a aussi toutes les instances pédagogiques qu'il faut rassembler, donc du conseil scientifique, en passant par le conseil d'établissement. Donc, vous avez quand même un certain nombre de dispositif que vous devez absolument avoir. Et ce n'est pas toujours évident lorsque vous êtes privé de le faire et d'avoir toutes les personnes qu'il vous faut. Alors, la question du financement des instituts ou des institutions privées d'enseignement supérieur, alors au Burkina, on n'a aucune subvention, pas de régime fiscal d'allègement. Il a parlé de difficultés de recouvrement des créances, donc des scolarités. Ce sont des réalités qui font que quand vous êtes au niveau de l'enseignement supérieur privé, ça n'est pas toujours évident pour vous. Après, nous essayons autant qu'on peut de fonctionner sur la base des frais de scolarité, mais comme nous faisons aussi des études, nous rendons des services payants qui permettent d'une certaine façon de donner un peu enfin, un peu de marge en termes de trésorerie. Parce que si vous êtes que sur les frais de scolarité, à un moment, c'est difficile. Alors, la diversification des filières, pour aller sur une filière comme, enfin, sur les filières comme celle que je vous ai présentée, ça n'est pas toujours évident parce qu'il faut convaincre que c'est nécessaire, convaincre que ça répond à un besoin, alors que parfois, bah, vous êtes sur une anticipation. Mais si on vous dit ben, il faut faire une étude qui démontre que le besoin il est présent avant qu'on vous autorise à démarrer, alors que vous êtes en train d'anticiper quelque chose qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, au moment où vous êtes en train de faire l'étude, ça ne marche pas. Vous voyez? Et donc, ça, c'est aussi donc, des difficultés que nous avons. Mais pour terminer sur une note positive, c'est OK, on a présenté tout ça, on fait quoi? Parce qu'on a besoin, nous semble-t-il, du public et du privé. Et on pense que aller vers un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, plutôt que de se regarder comme des concurrents, pourrait être quelque chose d'utile parce que aiderait donc les jeunes et aiderait le pays parce que on offrirait des formations de meilleure qualité. Il y a aussi que nous pensons que si on veut continuer à permettre à l'enseignement privé
d'assumer ce rôle de service public, il ne faudrait pas avoir toujours cette distinction privé-public en termes d'exigences. Les exigences devraient être les mêmes, que vous soyez dans le public, que vous soyez dans le privé, les exigences académiques, les exigences de qualité. Donc pourquoi finalement on est beaucoup plus tourné vers le privé? Et puis en fait, c'est comme si le public était déjà gage de qualité et que bon, ils avaient la possibilité de faire un peu comme ils voulaient. Et enfin, donc, les pistes que nous explorons, c'est comment il est possible d'avoir, par exemple, une structure plutôt indépendante qui s'occuperait de qualité et qui serait à équidistance entre le public et le privé et qui permettrait donc d'améliorer la qualité de l'offre globale d'enseignement supérieur sans tenir compte de l'étiquette, que vous soyez privé ou public. Enfin, bon, de reconnaître la part du privé parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, c'est indéniable. Et le fait pour moi d'être à la fois donc, dans les deux, de regarder, puisque je suis à l'école normale supérieure, donc j'enseigne à l'école normale supérieure. L'autre côté, j'ai mis en place la structure, mais c'est d'autres personnes qui sont dans le pilotage donc, au quotidien. Donc je vois bien et j'arrive à comparer en fait ce qui se passe dans le privé et dans le public et à regarder comment il est possible que l'on améliore tout ça au profit de la formation de nos jeunes et au profit du pays. Je voudrais vous remercier parce que, écoutez, ça n'est pas toujours simple. Donc, merci pour cette attention soutenue et désolé encore une fois de plus pour les bugs en ligne.